Bonjour, bonjour à tous. On va commencer pour les derniers qui s'installent. Donc, merci à tous d'être venus pour cette table ronde sur les droits des peuples autochtones et les droits des écosystèmes. On accueille 3 experts, 3 personnalités et c'est un honneur pour nous à Climax de les recevoir aujourd'hui. Donc, tout d'abord, Alexandre Sommer, qui est juriste autochtone du peuple Kalinia en Guyane. Alexandre, tu as suivi une formation dédiée justement aux leaders autochtones à l'ONU à Genève. Et tu es vice-secrétaire de l'Organisation des Nations autochtones de Guyane. Donc Irène Bélier, donc docteur en ethnologie et anthropologie sociale, directrice de recherche au CNRS et vice-présidente du GITPA, le groupe international de travail sur les peuples autochtones, donc pour les peuples autochtones, éminente experte aussi, et Valérie Cabane, donc juriste, essayiste, auteur de nombreux livres, ouvrages, notamment donc Un nouveau droit pour la terre et Homo Natura en harmonie avec le vivant. Juriste en droit international, militante pour les droits de l'homme et surtout militante pour la reconnaissance du crime d'écocide au sein du mouvement End Ecocide on Earth. On va commencer par Alexandre. Bonjour à tous. Donc Alexandre Sommer-Chastelet, donc je suis bien le vice-président de l'Organisation des Nations autochtones de Guyane. Alors peut-être avant de commencer mon intervention, j'avais envie de vous présenter une petite vidéo, une courte vidéo d'environ 5 minutes qui présente un peu en fait mon peuple Kalinia, donc, qui se situe au nord-ouest donc, de la Guyane. Je ne sais pas si la vidéo est déjà prête à diffusion. À 7000 km de Paris, la Guyane est le plus grand département français. Près de 85 000 km² de forêt tropicale amazonienne, propice à d'insoupçonnables découvertes. Nous partons pour le nord-ouest de la Guyane, direction le pays des Amérindiens Kalinia, entre les fleuves Maroni et Mana. Premier fleuve guyanais par l'étendue de son bassin versant, le Maroni marque la frontière administrative avec le Suriname voisin. Une frontière naturelle qui n'en est pas une pour les Kalinia, l'une des principales ethnies amérindiennes vivant en Guyane et sur toute la côte caraïbe de l'Amérique du Sud. Sur les 10 à 20 000 Kalinia qui subsistent sur le continent, on en compte environ 3 000 en Guyane. La plupart habitent la commune d'Awala-Yalimapo, l'un de leurs territoires historiques, constitué de petits hameaux comme celui d'Ayawande. C'est là que vit Elvis. Je suis fier parce que je suis une Kalinia des Amériques du Sud, des Guyanes françaises. Ici, en Guyane, il y a des richesses. La mer, la forêt, et puis la terre. Si on n'a pas de terre, on est perdu. Si certains, comme Elvis, ont un emploi rémunéré, de nombreux Kalinia continuent à vivre d'activités traditionnelles, valorisant l'autoconsommation grâce à la transformation des ressources locales. Les baies de Wassai, notamment, leur servent à la fabrication d'une boisson très riche en vitamines, en graisses et en oligo-éléments. Vivre ici, c'est naturel. C'est pour ça qu'on aime bien vivre ici, à Ayawande. Ce mode de vie coutumier ne va pas toujours de soi. Quand j'étais plus jeune, je suis un garçon qui n'aimait pas une tradition. C'est-à-dire que quand ma mère allait danser dans une fête traditionnelle, moi, je n'aimais pas du tout, du tout. Devant l'effacement de certaines de ces traditions, Elvis a pourtant décidé de réagir. Je voyais que la tradition s'est disparue au niveau tombeau, au niveau tombeau. Et puis c'est pour ça que j'avais dit, il faut qu'on forme un groupe
traditionnelles. Des traditions, c'est important pour nous. Autour du tambour Sampula et de la musique ressuscitée s'agrègent d'autres savoir-faire anciens, comme les peintures corporelles et la danse, qui tous ensemble fonctionnent comme un ciment identitaire pour le groupe. Chez les Kalignans, chez nous, quand les gens dansent devant nous, c'est ça qui me donne une forte émotion. Il faut vivre avec le monde. C'est pas parce qu'on est un Kalignan, on va rester chez nous simplement. Non, c'est ça notre objectif. Il faut aller devant. Il faut participer au monde à notre façon. Une participation qui passe entre autres par la popularisation des musiques Kaligna auprès d'un plus large public. Donc voilà une petite vidéo qui, à mon sens, était intéressante pour vous parce que ça vous montre bien finalement le lien qu'ont les peuples autochtones avec la nature à travers leur mode de vie. Et donc, bon là, c'est l'exemple du peuple Kaligna en Guyane française, mais c'est bien sûr le cas pour tous les peuples autochtones à travers le monde. Ce qui est aussi intéressant, c'est de vous montrer qu'il y a sur le territoire français, puisque la Guyane française, donc c'est un territoire à la fois français et européen, qu'il y a des peuples autochtones également donc au sein de la République française. Et donc en Guyane française, il y a ce qu'on appelle 6 nations autochtones. Donc là, vous avez eu le peuple Kaligna, mais il y a aussi le peuple Lokono, le peuple Teko, le peuple Wayana, Wayampi et Païkwene. Donc voilà la petite vidéo de présentation. Moi personnellement, donc je suis Kaligna, métis français et Kaligna, et j'exerce donc à l'ONAG, donc l'Organisation des Nations Autochtones, depuis 2014. Et l'ONAG, en fait, c'est une ONG donc, créée en 2010 pour défendre les droits des peuples autochtones. Donc, c'est surtout une défense sur le plan, on va dire, juridique. On est beaucoup axé sur l'expertise. Nous rédigeons beaucoup de rapports, en fait, aussi bien pour les services de l'État qu'au niveau même international. Comme le disait Marine tout à l'heure, j'ai eu l'occasion d'avoir une formation aux Nations Unies sur le droit international des peuples autochtones. Avant moi, il y a eu d'autres autochtones, enfin nous sommes que 3 en tout cas pour les autochtones en Guyane à avoir bénéficié de cette formation. Et c'est important parce qu'en fait, il faut savoir qu'il existe des textes internationaux qui consacrent le droit des peuples autochtones. Et aujourd'hui, le combat de mon organisation, c'est justement de faire valoir ces textes internationaux auprès de l'État français, mais aussi au niveau local, puisque il y a aussi une gouvernance locale, comme une présidence de région, donc on appelle en Guyane la collectivité territoriale de Guyane, envers qui nous sommes amenés également à défendre nos droits.
Donc peut-être pour poursuivre un petit peu sur les actions qui sont réalisées par l'ONAC, donc mon organisation, nous avons par exemple formulé un recours devant le tribunal administratif pour carence en fait de l'État dans ce qui concerne la lutte contre l'orpaillage clandestin et ses conséquences sur la pollution au mercure de nos lieux de vie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Guyane française, on a une grosse activité aussi bien illégale, mais même légale, on le verra peut-être après, de tout ce qui est exploitation aurifère. Pour ce qui concerne l'activité illégale, c'est surtout les acteurs en fait sont surtout ce qu'on appelle les garimpeiros, donc qui sont des Brésiliens issus un peu d'une immigration économique qui viennent en Guyane française pour venir sur les fleuves, en amont des fleuves et dans les criques. Donc les criques, c'est des petites rivières donc, qui sont très nombreuses donc, dans la forêt amazonienne de Guyane et sur lesquelles donc, il y a une exploitation vraiment intensive de l'or. Et donc il y a des projets, en fait, des opérations, ce qu'on appelle opérations Harpie, qui ont été mis en place par l'État. Donc clairement, c'est une intervention armée sur le terrain, mais on se rend compte que la difficulté déjà d'accès, puisqu'on se trouve en pleine forêt amazonienne, avec également des frontières entre le Brésil et la Guyane, et de l'autre côté, entre le Suriname et la Guyane, des frontières donc fleuves, donc des frontières poreuses, rend difficile finalement le contrôle de l'accès de ces garimpeiros donc sur nos territoires, d'autant plus que les territoires dits autochtones ne sont pas aujourd'hui ne sont pas vraiment délimités. Il y a des zones qui ont été délimitées juridiquement, mais vous le savez, les peuples autochtones au départ sont des peuples nomades, bien que nous ayons été sédentarisés par la force du temps. Et si vous voulez, il n'y a pas de frontière déjà entre les territoires qui ont été dessinés. C'est ce qu'on appelle des zones de droit d'usage en Guyane. Et même, j'ai envie de dire, entre les frontières. Il n'y a pas de frontière pour nous. Je pense par exemple au peuple Wayana qui vit essentiellement sur le bord du fleuve Maroni, donc qui fait la frontière avec le Suriname. Clairement, pour eux, et d'ailleurs comme pour tout le reste de la population qui vit sur ce fleuve, il n'y a pas de frontière entre la Guyane et le Suriname, ce qui pose des problèmes du coup, encore une fois, de contrôle de l'activité de l'orpaillage illégal. Et du coup, Alexandre, grâce à tes contacts à l'ONU, tu as pu alerter aussi sur la situation Montagne d'Or, par exemple, il y a quelques mois. Alors là, c'est un exemple justement d'activité dite légale. En tout cas, c'est un projet qui s'inscrit dans cette démarche-là donc d'un projet dit industriel qui doit être présenté, donc soumis à permis donc, par les services de l'État. Et nous, ce qui nous a interpellés, mais pas simplement les peuples autochtones, c'est de manière générale les Guyanais, c'est qu'en fait on passe d'une activité, alors on avait déjà l'activité illégale, qui a du mal à être contrôlée, comme je vous le disais. On a aussi l'activité dite légale, donc ce sont des sociétés, on va dire, minières, mais plus à l'échelle locale, en fait, donc de petite moyenne envergure. Et puis là, on nous présente cette fois un projet donc à vocation industrielle. On parle de mines industrielles dont l'étendue serait l'équivalent, si je ne dis pas de bêtises, de 152 stades de France. Donc ça vous donne un peu l'idée de la grandeur. Et puis situé entre deux réserves naturelles, donc en plein territoire amazonien. Et à proximité également de sites dits archéologiques précolombiens qui ont été découverts très récemment, donc des sites qui sont sacrés pour les peuples autochtones. Et donc pour toutes ces raisons-là, effectivement, les différentes ONG locales ont milité contre ce projet. L'occasion également pour l'ONAG, à travers notre expertise aux Nations Unies, d'interpeller les instances onusiennes. Et c'est ce qui a permis finalement de créer un dialogue avec l'État. Et puis, donc le 23 mai a été annoncé le retrait, en tout cas de l'État, qui a retiré son soutien donc, au projet Montagne d'Or. Voilà. Mais à l'époque, et tu me corriges, c'était aussi la question des Nations Unies qui se posait la question comment ça se fait que les peuples autochtones n'ont pas été consultés
sur ce projet, étant donné l'impact que ça aurait pu avoir sur leur territoire. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte en fait du vide juridique qui existait pour saisir officiellement en fait les peuples autochtones de Guyane concernés, parce que justement, étant donné qu'il n'y a pas de reconnaissance juridique de ces peuples, mais il n'y a aucune procédure adaptée, en tout cas pas suffisante et pas celle au regard du droit international en tout cas. Qui permettait de saisir officiellement donc les peuples concernés. Et ça a posé des grands problèmes, comme tu viens de le dire. Et c'est là que l'importance de la percée de ces organisations autochtones sur la scène internationale est plus que vitale, en fait, pour combattre à la fois les industries qui s'installent et qui détruisent la forêt, mais aussi pour faire entendre la voix de ces peuples. Du coup, je vais passer la parole à Irène pour qu'elle nous présente justement la percée de ces peuples sur la scène internationale et la reconnaissance des droits, puisque c'est ça dont tu voulais nous parler. Merci beaucoup Marine. Je voulais surtout commencer par remercier le Festival Climax de m'avoir invité à parler de cette jonction particulière qui sont les droits pour les écosystèmes et les droits des peuples autochtones. Et je pense qu'il faut commencer d'abord par les droits des peuples autochtones pour aller effectivement vers les droits pour les écosystèmes, parce que je travaille sur ces questions-là en fait depuis le début de ma carrière ou de mon existence, depuis ma thèse en Amazonie péruvienne dans les années 80 auprès d'un tout petit peuple Maïruna, donc peuple Tucano, et c'est avec eux que j'ai commencé à réfléchir à ce problème de conception de comment est-ce que l'on conçoit les peuples autochtones, quel est le regard que l'on porte sur eux et quelle est la manière dont on les intègre dans notre mode de pensée en tant qu'êtres égaux. Et là, je voudrais tout de suite faire une petite précision. Quand on dit peuple autochtone, on se réfère aux droits des peuples autochtones, aux droits onusiens dont on va parler dans une seconde. Et il vaut mieux éviter de dire, il vaut mieux ne pas dire indigène, parce que indigène en français, c'est le terme par lequel la colonie française, le pouvoir dominant français a relégué les peuples colonisés sans leur donner de droits. Ils n'avaient pas de droits civils et politiques. Or, la question aujourd'hui, c'est que les peuples autochtones ont des droits, et ils ont des droits qui sont des droits collectifs, on en parlera un petit peu, donc les droits individuels de l'homme, mais aussi des droits collectifs pour pouvoir protéger des sociétés particulières, des langues singulières, des modes de vie. Et je pense que c'est vraiment très important que de faire cet effort, parce que les autochtones eux-mêmes, négociateurs aux Nations Unies, qui ont participé pendant des années à la négociation de la Déclaration des droits des peuples autochtones, ça a commencé en 82 avec la mise sur pied du groupe de travail sur les populations autochtones à Genève, et ça s'est conclu en 2007 avec l'adoption de cette fameuse déclaration à New York. Et donc, on voit, ce sont 25 ans de négociations, 25 ans de présence, 25 ans de mobilisation. Et dans tous ces temps-là, il s'est passé effectivement beaucoup de choses dans le monde. Donc, deux choses sont importantes pour moi, c'est en termes de prise de conscience, lorsque l'on commence à travailler avec les peuples autochtones et on voit combien ils sont vibrants dans leur manière de parler, dans leur manière de défendre, dans leur manière de se mettre en avant pour défendre non pas leurs propres intérêts, mais les intérêts de leur peuple, des peuples collectifs, des peuples voisins, et aussi les intérêts de l'humanité, parce que les peuples autochtones parlent de l'humanité, ils ne parlent pas simplement de leur propre monde. Donc, ce qui est important, c'est qu'ils mettent en avant, et c'est quelque chose que j'ai appris avec eux, cette histoire de la relationnalité. C'est-à-dire que les peuples, nous sommes des humains dans un ensemble très vaste et on a eu tendance à penser, monde occidental, que l'humain dominait, que la civilisation française, chrétienne, occidentale, quels que soient les mots que l'on a pu employer, était là pour dire la vérité, donner une orientation dans le chemin de vie. Et on s'aperçoit qu'on s'est planté complètement. Et donc, à partir de là, il faut réfléchir autrement, il faut changer le discours, il faut changer les mots par lesquels on va en parler. Et donc, il faut se penser non pas comme des dominants qui vont suivre la voie du progrès et dire par où il faut aller, mais comme effectivement des êtres qui sont dans une relationnalité, et une relationnalité qui est multiple. Donc, entre humains, avec les êtres de la nature, on en parlera avec Valérie Cabanet,
et avec les non-humains. Et c'est très important. On a touché un petit peu cette question des non-humains dans la première table ronde à propos de la spiritualité, qui n'est pas la religion, et je remercie Kazé d'avoir fait vraiment ce point très très précis. Mais c'est important de voir qu'on est aujourd'hui dans une extension des droits, et que ces droits, c'est les peuples autochtones qui ont ouvert. Donc on est en train d'avancer. Le deuxième point de la prise de conscience que j'ai acquise avec cette expérience à la fois en Amazonie péruvienne, mais ensuite, ça fait 25 ans que je travaille sur les peuples autochtones, avec les peuples autochtones aux Nations Unies pour voir la construction des droits, c'est que le monde est tout petit. On est très isolé dans certains endroits et on n'est pas très conscient, mais le monde est vraiment tout petit. Et donc, il faut vraiment maintenant qu'on sache que ce qui se passe en Occident affecte l'Amazonie et ce qui se passe en Amazonie nous affecte. On est bien là, on en est tous conscients ici, on devrait en être plus largement conscients ailleurs. Donc ça, c'est un point important. Je voudrais, juste un petit peu en prélude, évoquer une parole de Montaigne, ce célèbre philosophe de la ville de Bordeaux, qui à un moment donné a dit quelque chose que je trouve formidable et qui m'a beaucoup impressionné quand je faisais mes études et qui compte encore aujourd'hui, à savoir que la parole est moitié à celui qui l'a dit et moitié à celui qui l'entend. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment où il faut véritablement considérer que les autochtones sont en train de prendre la parole, ils agissent et ils prennent la parole parce que ils défendent la vie. Enfin, je veux dire, ils sont montés au créneau parce que ce sont des sociétés extrêmement menacées. Il est temps aujourd'hui que les dominants qui se sont construits comme tels les reconnaissent et admettent en effet que ce qu'ils disent doit être entendu. Et entendu, ça veut dire aussi compris. Donc ça, c'est le point, voilà. Oui, mais d'ailleurs, du coup, tu as suivi ces travaux à l'UNI. Qu'est-ce que, à ton sens, on peut améliorer aujourd'hui pour justement mieux entendre peut-être sur quels sont vos travaux, comment on fait pour faire passer ce message, peut-être là, dans les prochains mois aussi. Ici, il y a eu beaucoup de lanceurs d'alerte qui sont venus justement, donc vous avez vu à Raoni, qui est aussi demain, qui lancera un message qui est... Et il y a cette empreinte des peuples autochtones qu'on sent beaucoup, qui est l'empreinte qu'on veut faire passer aussi à vous tous pendant ce festival. Comment est-ce qu'on fait passer ce message à l'ONU et comment est-ce qu'on peut améliorer peut-être les mécanismes pour mieux entendre? Déjà, il faut s'engager sur la compréhension. Il y a plusieurs étapes. Il y a 25 ans, 30 ans, 40 ans, et encore aujourd'hui maintenant, on ne considérait pas que les peuples autochtones étaient des humains. Ils étaient en dehors du champ de l'humanité. Ils étaient des barbares, ils étaient des sauvages, ils étaient des pas éduqués, ils n'étaient pas civilisés, etc. Avec les droits des peuples autochtones, avec l'extension du domaine des droits humains, on les admet totalement comme humains. C'est important, c'est pas rien. Et ça nous paraît ridicule ici. Mais vous avez eu récemment en Papouasie des émeutes qui ont défrayé la chronique. Pour quelles raisons les étudiants papous de Papouasie occidentale, qui est sous colonisation indonésienne et qui ont beaucoup de difficultés à vivre et qui sont véritablement mis en minorité parce que la colonisation progresse avec de l'implantation de peuplements indonésiens, ils étaient traités de singes, ils étaient traités de primitifs, ils étaient traités de moins que rien. Et ça, ils ne peuvent plus le supporter. Et le mouvement des peuples autochtones est né de ce refus du racisme, de ce refus de cette discrimination, de ce refus de cette marginalisation. Et il ne faut pas croire qu'on est sorti à l'échelle du monde de la totalité. Aujourd'hui, on ne peut plus assassiner tranquillement les Indiens. On ne devrait plus pouvoir assassiner tranquillement les Indiens, comme ça a été le cas. Et qu'est-ce qui se passe au Brésil aujourd'hui ? On revient sur les droits acquis, on revient sur les protections. On en a parlé tout à l'heure. On a effectivement un président élu d'extrême droite qui est en train de détricoter totalement l'ensemble des droits qui a été acquis. Donc, aujourd'hui, on doit s'appuyer sur les droits. On ne peut pas faire autrement que s'appuyer sur les droits et faire que ce soit des droits, non pas de papier, mais des droits réels. Que non seulement il y ait la connaissance de ces droits, et je ne sais pas combien dans la salle connaissent les 46 articles de la Déclaration des droits des peuples autochtones. Il y a un certain nombre de bouquins que j'ai publiés qui permettraient d'en connaître, mais de facto, ce sont des droits qui concernent le droit d'abord
à la personnalité juridique. Ça, c'est un point très important sur lequel reviendra véritablement Valérie à propos, disons, de la protection de la nature. Quand vous êtes reconnu comme peuple autochtone, vous pouvez effectivement, à un moment donné, ce qu'on dit, ester en justice, être reconnu pour pouvoir avoir recours au tribunal, et etc. Les peuples autochtones de Guyane ne sont pas reconnus comme peuple autochtone parce que la Guyane est un département français, que c'est la Constitution française qui s'applique et qui dit c'est une population. On veut bien reconnaître une population d'outre-mer, mais bon, il y a les Amérindiens, et puis il y a les Créoles, et puis il y a les Bushinangés, etc. Donc ils ne reconnaissent pas les droits des peuples autochtones. Or, les droits des peuples autochtones, la France ne reconnaît pas les droits des peuples autochtones sur son territoire. Elle le reconnaît à l'extérieur, mais pas sur son territoire. Et donc il faut effectivement, comme l'a dit Clarisse, balayer devant sa porte, appliquer ces droits, effectivement. C'est important. Donc, il y a cette déclaration. Il y a un document de la conférence mondiale des peuples autochtones qui a eu lieu en 2014, donc 7 ans après l'adoption de la déclaration, qui est une feuille de route pour que les États appliquent cette déclaration. Et bien qu'elle soit appliquée, cette feuille de route. Il y a un système d'action à l'échelle du... un plan d'action à l'échelle du système onusien qui existe depuis 2015, et bien qu'il soit appliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les agences internationales, il y en a 42, 48 à peu près, il y a les banques mondiales, il y a les banques régionales, les banques de développement, doivent appliquer la Déclaration des droits des peuples autochtones, ne doivent donc pas financer des projets de barrages qui vont effectivement inonder les espaces où vivent les peuples autochtones, ne doivent pas financer, en ce moment en Amérique latine, vous avez un plan qui s'appelle l'Initiative régionale d'aménagement des infrastructures routières et ferroviaires. C'est tout un plan général de traversée de la forêt amazonienne, de la pampa, de tout ce que vous voulez, avec des fleuves, avec des rivières, avec de l'aménagement des rivières, avec des routes ferroviaires, avec des routes non ferroviaires pour le marché, pas pour la vie des gens, pour qu'on puisse déplacer des produits de l'Amazonie vers la Chine, par exemple, ou qu'on puisse faire du soja qui ira vers l'Europe. Et ce sont ces projets-là qu'il faut dénoncer, c'est ces projets-là qu'il faut ne pas accepter. Et il ne faut pas, en effet, se contenter, comme ça s'est fait avec l'Europe qui a adopté le Mercosur, il ne faut pas se contenter d'espèces de garantie de façade dans lequel Bolsonaro a dit mais non, mais le soja ça sera parfait, puis le bœuf ça sera parfait, puis on va rien faire. On ne peut pas les croire, on sait qu'on ne peut pas les croire. Donc il faut effectivement être vigilant et mener des études très très précises sur ce plan-là. Merci beaucoup. Pour la petite anecdote, justement, on est tous d'accord ici, je pense, pour dire qu'il faut mettre en avant la voix des peuples autochtones pour comprendre aussi et pour écouter le message d'alerte qui est transmis avec la Global Alliance pour les droits de la nature, qui est un réseau mondial. Nous organisons ce qu'on appelle les tribunaux pour les droits de la nature, dans lesquels, justement, c'est des tribunaux populaires, viennent plaider les peuples autochtones et nous alertent régulièrement, comme l'année dernière à Quito, à Bonn, il y en a eu un également à Paris. Régulièrement, ces tribunaux populaires portent devant le public justement ces cas d'infraction aux droits de la nature. On parle des autoroutes en Amazonie, mais on parle aussi du Niger et de la pollution aux hydrocarbures. On parle d'énormément de sujets et très souvent, et d'ailleurs le plus souvent, c'est des peuples autochtones qui viennent alerter, qui prennent la parole, qui sont soit témoins, soit victimes, et en tout cas qui portent ce message. C'est des moments très forts. Et oui, qu'est-ce que... Je voudrais juste passer une petite... prévenir la personne de mettre en place la vidéo. C'est 1 minute d'un Indien Guarani qui nous parle de manière très forte et que j'aimerais bien que vous l'entendiez. Ah oui, bah, très bien. Le temps A população indígena no mundo é 5% da população. Nós, povos indígenas, protegemos 82% da biodiversidade do mundo. Falam que é muita terra para pouco índio, mas é pouco índio protegendo a vida para o mundo inteiro sobreviver. Nós, povos indígenas, estamos sendo perseguidos, estamos sendo assassinados e mortos. Nós estamos lutando pela vida. O homem mais poderoso do mundo, no meio da floresta, sem nada, ele não vai ter sobrevivência.
O poder da vida está na natureza. Salve o planeta! Salve a terra! Não ao genocídio dos povos indígenas! Vamos lutar pela sobrevivência das futuras gerações! Merci beaucoup. Ça me donne la possibilité du coup de donner la parole à Valérie pour qu'elle nous explique toutes les solutions qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour mieux écouter justement la voix des peuples autochtones et peut-être traduire ça justement dans notre système de pensée juridique et dans notre vision du monde en fait, tout simplement. Le verset 1,26 de la Genèse nous explique que l'homme doit dominer sur tout ce qui vit, sur tout ce qui rampe, sur tout ce qui vole, sur tout ce qui pousse. Le siècle des Lumières nous a expliqué qu'il fallait que nous nous affranchissions des lois naturelles. Il fallait que nous adoptions l'idée du progrès. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui, face à la crise écologique, la crise climatique, que nous acceptions de redevenir sauvages. C'est une idée qui est importante dans la construction du droit, parce que le droit qui s'impose au monde, partout, le droit international, le droit de l'environnement, les droits humains, ce droit a été construit par l'Occident. Ce droit a placé l'homme au centre. Défendre les droits humains, c'est extrêmement important. Je suis juriste en droits humains, c'est pas moi qui vais le contredire. En revanche, ces millénaires de possession de la nature, de prédation, nous ont amenés à oublier nos liens d'interdépendance avec le reste du vivant. Et il est peut-être temps que nous redéfinissions les règles du vivre ensemble avec les autres, les non-humains, les espèces et les systèmes écologiques. C'est une idée qui a déjà quelques décennies. Je pense par exemple à Christopher Stone, qui, l'année du premier sommet de la Terre, en 1972, a interpellé la communauté internationale par rapport à la destruction d'une forêt de séquoias géants par la compagnie Walt Disney aux États-Unis, et qui s'est posé la question: est-ce que les arbres peuvent plaider? Parallèlement, il y a deux grands penseurs, Arne Naess, le fondateur de l'écologie intégrale, la Deep Ecology, et Thomas Berry, qui était un éco-théosophe, qui ont aussi réfléchi à notre perte du lien avec la nature et qui se sont dit qu'il fallait repenser ces règles du vivre ensemble. Et Thomas Berry, qui était aussi un juriste, a été l'un des premiers donc à vraiment réfléchir, à donner une personnalité juridique aux éléments de la nature, en expliquant qu'il ne s'agissait pas de donner à des éléments de la nature des droits et des devoirs comme un simple citoyen. Il fallait reconnaître des droits fondamentaux aux éléments de la nature. Il fallait reconnaître en fait le droit à chaque élément de la nature de jouer son rôle dans la communauté de vie. Il a posé plusieurs principes que je trouve extraordinaires à entendre. Je vais vous les lire si vous voulez bien. La communauté de la Terre et tous les êtres qui la composent ont des droits fondamentaux, y compris le droit d'exister, de disposer d'un habitat ou d'un lieu de vie et de participer à l'évolution de la communauté terrestre. Les droits de chaque être sont limités par les droits des autres êtres dans une mesure nécessaire au maintien de l'intégrité, l'équilibre et la santé des communautés au sein desquelles il existe. Les lois ou actes humains qui portent atteinte à ces droits fondamentaux violent les relations
et les principes fondamentaux qui constituent la communauté de la Terre. Ils sont donc illégitimes et illicites. Ainsi, les êtres humains doivent adapter leur système juridique, politique, économique et social pour se conformer aux lois ou aux principes fondamentaux régissant le fonctionnement de l'univers et y guider les êtres humains, ce qui signifie que les systèmes de gouvernance humaine doivent toujours tenir compte des intérêts de toute la communauté terrestre. Alors vous imaginez bien que dans un pays comme la France, quand on commence à dire est-ce qu'une forêt peut défendre son intérêt à exister? Est-ce qu'une espèce d'orchidée peut défendre son intérêt à exister? Cela défrise. Et pourtant, c'est une évolution qui est en essor de façon exponentielle dans le monde depuis quelques années. Et même au sein des Nations Unies, l'année de la mort de Thomas Berry, l'année de la mort de Arne, une initiative s'est créée qui s'appelle Harmony with Nature, en harmonie avec la nature, et qui essaye de promouvoir au sein même des Nations Unies la transformation des systèmes de gouvernance, des systèmes politiques, de l'éducation et même de la science pour effectivement adopter de plus en plus de lois reconnaissant les droits de la nature. Est-ce que tu veux que je continue ou est-ce que... Oui, mais justement, alors, et qu'est-ce que concrètement ça pourrait changer pour nous? Qu'est-ce que ça voudrait dire demain si on reconnaît des droits de la nature, alors, en France et puis dans le monde? Alors, ce qui est intéressant, et je vais rebondir en même temps puisqu'on est quand même sur la question autochtone, vous avez vu que les penseurs dont je vous parle sont des Occidentaux. Au départ, ce ne sont pas forcément des populations autochtones qui ont proposé cela. Pourquoi? Et Keizé Kemp en parle très bien, et je ne suis pas sûre qu'elle en ait eu l'occasion ce matin, puisque Keizé a fait reconnaître par sa nation, la nation Ponca, en Oklahoma, les droits de la nature dans sa constitution. Et elle a mis beaucoup d'années à le faire, parce qu'à chaque fois qu'elle en discutait avec la communauté lui disait « mais on n'a pas besoin d'écrire cela, c'est une évidence. Nous appartenons à un territoire, le territoire ne nous appartient pas. » Et nous entretenons avec ce territoire, avec nos frères humains, nos frères animaux, nos frères végétaux, avec les esprits de ce territoire, nous entretenons une relation d'interdépendance qui est finalement le socle véritablement de notre manière de vivre ensemble sur Terre. Et donc pourquoi aller écrire, codifier dans du droit positif occidental ce qui est une évidence même. Et elle s'est rendue compte que pour se défendre face à des projets, par exemple, de fracturation hydraulique, il lui fallait l'écrire pour pouvoir s'opposer à ces projets et pour pouvoir aller défendre les intérêts de ce territoire qui comprend donc la nation autochtone en tant qu'humain, mais aussi tous les non-humains de ce territoire, défendre leur intérêt à exister face à la justice. Et effectivement, les premiers peuples qui ont voulu reconnaître les droits de la nature l'ont fait à travers, et je pense que c'est la meilleure manière de le faire d'ailleurs, à travers la réforme de leur constitution. En 2008, l'Équateur a intégré dans sa constitution, sous l'influence des peuples autochtones d'Équateur, les droits de la nature. Et l'Équateur nous montre le chemin parce que, à l'heure où je vous parle, donc cette constitution a 10 ans, enfin elle a eu 10 ans en septembre l'année dernière, et nous avons fêté ensemble à Quito cette constitution. Plus de 25 procès ont été menés, 21 ont été gagnés au nom des éléments de la nature. Je vous donne quelques exemples. Une mangrove de 60 mètres de haut a gagné face à une industrie d'élevage de crevettes. L'espèce requin des îles Galapagos a obtenu un jugement qui est quasiment les prémices de la reconnaissance du crime d'écocide. Un bateau de 100 mètres de long, un bateau chinois, a été retrouvé dans la réserve marine
des îles Galapagos avec plus de 6000 requins à bord, dont des femelles enceintes. Vous savez pourquoi? Pour les ailerons. Le juge a considéré qu'il y avait eu une violation des droits de l'espèce requin. Il a arrêté le bateau, il a mis en prison le capitaine, l'équipage, il a détruit le bateau et il a donné une amende à l'armateur. Les requins ont gagné face à l'économie. Je vais aller très vite parce que je n'ai pas le temps, mais juste pour que vous compreniez que c'est vraiment une révolution qui est en train de se passer. La Bolivie a suivi dans sa constitution. Au Mexique, 3 États aujourd'hui reconnaissent les droits de la nature dans leur constitution. Au Brésil, 2 villes. En Argentine, 1 ville. Une trentaine de villes aux États-Unis reconnaissent les droits de la nature dans leur législation locale. 4 nations indiennes ont reconnu les droits de la nature, soit de manière globale, soit par exemple les Yurok, la tribu Yurok qui est à la frontière de l'Oregon et de la Californie, vient de reconnaître les droits de la rivière Klamath à exister, à s'épanouir, à se régénérer. La bande de White Earth dans le Minnesota, pour la première fois au monde, vient de donner des droits à une espèce végétale, une espèce de riz sauvage, et de cette manière protège les grands lacs glacés du Minnesota de la pollution possible par le passage des pipelines en provenance des sables bitumineux d'Alberta. Et puis, Thomas Berry, qui a beaucoup étudié aussi les cultures spirituelles du bouddhisme, du confucianisme, de l'hindouisme, du zen, expliquait que aussi dans ces cultures-là, il y avait un lien très fort avec les éléments de la nature. Et on a eu un jugement extraordinaire dans l'état d'Uttarakhand, vous savez, où vit Vandana Shiva, où les juges ont décidé de reconnaître comme entité vivante et sujet de droit 2 glaciers, le Gangotri et le Yamunotri, qui sont menacés par le changement climatique, puis le Gange et la Yamuna, puis tous les écosystèmes himalayens sur ce territoire, les jungles, les marais, puis tout le règne animal, y compris les oiseaux et les poissons. Et ça a fait boule de neige. D'autres États ont commencé à reconnaître les droits de rivière, les droits des animaux. Et là, on voit qu'on commence à avoir des ponts entre des traditions. Et dans d'autres pays du monde, comme la Nouvelle-Zélande, les Maoris ont obtenu que des territoires ancestraux soient reconnus comme des entités vivantes, des sujets de droit, et qu'ils en deviennent les gardiens. De la même manière, en Colombie, le fleuve Atrato, grâce à une décision de la justice, a aujourd'hui 14 gardiens de 14 communautés différentes le long de ces 750 kilomètres. Et je vais finir sur un des jugements les plus exemplaires et qui nous a beaucoup inspiré, même pour l'affaire du siècle en France. Vous savez, ce recours contre l'État pour non-respect de ses obligations climatiques. C'est la décision de la Cour suprême de Colombie, qui a été saisie par 25 jeunes Colombiens face au déboisement explosif de l'Amazonie colombienne. L'année dernière, le déboisement avait augmenté de 46%. Et ces jeunes ont dit au juge, s'il vous plaît, faites arrêter ce déboisement, parce que c'est une menace au changement climatique, c'est donc une menace à nos droits, à un environnement sain et à nos droits en tant que génération future. C'est très important, parce que les générations futures, comme la nature, ne sont pas des sujets de droit. Quand vous n'êtes pas encore né, vous n'êtes pas reconnu comme un sujet de droit. Et les juges ont dit, oui, nous devons, l'État doit protéger vos droits en tant que génération future. Nous imposons à l'État de préparer un plan de lutte contre le déboisement de la forêt. Mais on ne peut pas agir constamment après la catastrophe. Et en France, par exemple, on reconnaît le préjudice écologique, mais le préjudice écologique ne peut être utilisé qu'après la catastrophe. Et donc, ils ont décidé de donner la personnalité juridique à l'Amazonie colombienne. Et aujourd'hui, la forêt amazonienne en Colombie peut défendre son droit à exister, à jouer son rôle dans la communauté terrestre et à nous maintenir tous en vie devant la justice.
Irène, tu voulais ajouter un mot justement sur du coup cette relation spéciale qu'on pourrait tisser, le lien qu'on pourrait tisser justement entre la reconnaissance des droits de la nature et puis la reconnaissance des droits des peuples autochtones. Et alors cette relation pour toi, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord ce que la Cour interaméricaine des droits de l'homme en dit. Et c'est un point très important parce que dans le cours de la négociation sur les droits des peuples autochtones, il y a eu 5 ou 6 articles qui étaient vraiment un bloc problématique qui était autour d'un syntagme qu'ils appellent, enfin que l'on appelle terre, territoire et ressources. C'est-à-dire que l'on ne peut pas priver un peuple, en effet, en droit, de son droit à vivre sur, en tout cas, des ressources sur son territoire. Un des grands problèmes qui a été posé par les peuples autochtones face aux États, parce que je crois que les États contemporains se sont construits contre les peuples autochtones. Et ce qui s'est passé, c'est que la théorie de la terra nullius, dont on a parlé un tout petit peu ce matin, qui a privé les premiers occupants de leurs droits fonciers, qui a permis donc la spoliation territoriale, a été remise en cause par différents procès, notamment en Australie avec le procès Mabo en 93. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la relation qui est faite entre possession de la terre, disposition d'un territoire et possibilité d'user des ressources naturelles, disons librement, selon leurs modalités. Ça a été horriblement compliqué et les États, évidemment, ont bloqué de toute manière possible et imaginable sur cela, au nom du droit de propriété, au nom de la souveraineté territoriale d'un État sur un lieu, au nom de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté politique. Et donc, il y avait des blocages très très forts. Et les autochtones ont continué vraiment de répéter nous ne possédons pas la terre, c'est la terre qui nous possède, nous appartenons à la terre, nous avons besoin d'un territoire pour exister parce que le petit lopin que peut nous donner pour planter 4 maïs ne nous suffit pas, nous chassons, nous entretenons donc ces relations avec toutes ces espèces naturelles et ces ressources naturelles sont nécessaires. Et la Cour interaméricaine des droits de l'homme a reconnu cette relation spéciale, qui est à la fois une relation matérielle et physique, mais aussi une relation spirituelle. On a touché un peu à la spiritualité ce matin, mais c'est un point extrêmement important à rappeler. Et donc, ces ressources naturelles, qu'est-ce que c'est? Elle l'a qualifié un petit peu, et elle a dit, ça inclut l'air, la terre, l'eau, le gaz naturel, le charbon, le pétrole, les hydrocarbures, les minéraux, le bois, l'humus, la faune, la fibre, la flore, les forêts et la vie sylvestre. Et les ressources naturelles renouvelables sont celles qui se renouvellent, donc ça comprend la vie animale, les plantes, les arbres, l'eau et le vent, et les ressources non renouvelables qui sont irremplaçables, c'est-à-dire une fois qu'elles sont extraites de la terre ou de l'eau, et ces ressources-là, c'est le grand problème actuel, c'est le problème de ce qu'on appelle les industries extractives. Ça comprend l'or, l'argent, les combustibles fossiles, les diamants, le gaz naturel, le cuivre, etc. La Convention 169 de l'OIT se réfère également à l'importance spéciale de la relation entre la Terre et les humains. Et c'est important que d'avoir à l'esprit cette notion de relation, et on ne va pas lui donner une direction aujourd'hui, mais c'est aussi très important parce que parfois, et pendant très longtemps, les défenseurs des droits de la nature ont oublié qu'il existait des Indiens, des autochtones, des Papous, des Ogieks, des Maasai qui sont des gardiens de la nature et qui sont les meilleurs conservateurs de la nature par leur mode d'exploitation, pas simplement par leur volonté, leur philosophie ou leur beauté esthétique. Simplement, ils ont des modes de rapport à la terre qui ne viennent pas épuiser les ressources de la terre. Et ça, c'est un point vraiment important à garder à l'esprit. C'est pas la nature contre les humains contre la nature, c'est les humains avec la nature dans une certaine direction. C'est parfait. Ça me permet de faire un petit point justement sur autochtone, en fait, le mot en tant que tel, puisque en fait, autos, donc c'est le même en grec, et ton, c'est la terre. Ça désigne les enfants nés de la terre. Et c'est ce lien extrêmement important. Et pour les prises de parole, on va finir là-dessus, parce qu'avec Alexandre, justement, on travaille beaucoup, on a travaillé sur ce lien à la terre, dans le sens où la France s'est engagée à rendre des terres
aux peuples autochtones spoliés justement par la France de leur territoire, et tu travailles beaucoup sur les questions foncières. Est-ce que tu peux nous faire un petit mot justement sur ta vision du lien à la terre et pourquoi c'est aussi important pour les peuples autochtones de Guyane de se battre et de récupérer ces terres aujourd'hui? Oui, la terre, effectivement, c'est un gros enjeu dans les revendications autochtones, pour toutes les raisons qui ont été évoquées, ce lien avec la nature, et puis pour n'importe quel être humain, de toute façon, la terre est indispensable, en particulier lorsque les modes de vie, les traditions sont tirés directement de l'agriculture vivrière, enfin voilà. Donc pour la subsistance même des autochtones, l'accès à la terre est important. Aussi sur le plan spirituel, et puis sur le plan, je dirais, c'est tout simplement une légitimité qui est tirée finalement aussi suite à la colonisation, qui est de dire, on nous a appliqué sur notre territoire, en tout cas en Guyane française, mais je le sais dans d'autres territoires autochtones à travers le monde, le principe de la terra nullius, donc ce qui signifie la terre vacante et sans maître. Donc les colons à l'époque ont considéré que les territoires de Guyane étaient sans maître, qu'il n'y avait pas d'occupants. Or, il y avait bien les peuples autochtones qui étaient présents. Et donc sur ce principe-là, effectivement, la revendication est de dire nous souhaitons une restitution des terres. Donc à travers les différents mouvements qu'il y a eu, donc en Guyane, c'est parti depuis les années 80, le discours donc, de Félix Tchouka en 1984, donc, qui a parlé au nom des peuples Kalinia et des peuples autochtones en Guyane en général, qui a demandé donc cette restitution des terres qui s'est traduite sur le plan du droit français par ce qu'on appelle les zones de droit d'usage collectif, mais qui ne permet finalement aux autochtones que d'avoir un droit d'usage, comme son nom l'indique. Nous ne sommes pas propriétaires de ces terres, l'État est toujours propriétaire, et en plus le régime veut que ce soit limité à de l'activité uniquement de chasse, de pêche et de cueillette, qui aujourd'hui n'a plus tellement de sens pour les nouvelles générations qui ont peut-être une attente ou qui ont un nouveau sens de la subsistance qui doit être redéfini sur le plan juridique. Et dans le cadre plus récemment des accords de Guyane, vous avez peut-être entendu parler des mouvements sociaux qui ont eu lieu en mars-avril 2017. Donc les organisations comme la mienne, l'ONAC, se sont mobilisées aussi pour cette question de la revendication de la terre. Et c'est comme ça que nous avons eu cet engagement, donc à travers les accords de Guyane de l'État français, de dire voilà, il y a une restitution de 400 000 hectares de terre, mais encore une fois, ce sont des engagements sur le papier, de la même manière qu'on entend dire que maintenant on tient compte des droits des peuples autochtones, on entend en G7 que voilà, on va se pencher sur la question de l'Amazonie. Il y a beaucoup de discours qui sont mis en avant par l'État français. On sent bien qu'il y a une prise de conscience, mais pour l'instant on laisse sur le papier, et l'attente des peuples autochtones, c'est de voir maintenant des actions concrètes pour les peuples autochtones, pour la nature, parce que c'est une question finalement cruciale et qui nous concerne aujourd'hui tous, aussi bien autochtones que non autochtones. Voilà. Oui. Et merci beaucoup, merci pour tout ce travail. Personnellement, en tant que juriste, quand j'ai commencé à travailler avec Alexandre et puis avec ces peuples en Guyane française, ce qui m'a le plus marqué, c'était à quel point justement on avait une conception bien à nous, en Occident, du droit, des règles qui nous appartenaient et qu'on prenait pour acquises, comme si ça avait toujours été là, alors qu'en vérité c'était juste une construction mentale. Et je vais vous donner deux exemples qui m'ont particulièrement marqué. C'est justement ce lien à la terre. Pour nous, ça paraît complètement évident qu'on a accès à la propriété privée. C'est quelque chose de normal, d'ailleurs c'est même inscrit dans notre constitution, la propriété privée est sacrée. Et quand j'ai commencé à travailler justement avec Alexandre et avec d'autres juristes en Guyane, la première chose qu'on m'a dit, c'est que la propriété privée n'existe pas dans les villages amérindiens. C'était le retour justement aux terres était aussi difficile parce que le gouvernement français est incapable de se projeter vers une propriété collective, un usage collectif des terres et une gestion pour le bien de l'intérêt général. Et ça pose une vraie question de redéconstruire notre imaginaire, revoir nos notions comme par exemple la propriété privée et se dire qu'en fait,
une autre construction sociale est possible, une construction sociale dans laquelle on respecte justement les droits des individus, mais aussi les droits de la nature et du collectif, finalement, de notre commun et de notre relation à tous, humains et non humains. Et puis il y a ce lien à la nature, tu me diras si je me trompe, mais je crois qu'il n'y a pas de mot pour dire nature, justement, en Kalinia, parce qu'il n'y a pas de différence entre l'humain et la nature. Oui, puis ce qu'il faut, du coup je rebondis sur ça et également sur ce que disait Valérie, c'est qu'en fait c'est tellement une évidence qu'il n'y a pas forcément une traduction déjà dans la langue, qu'il n'y a pas forcément également une traduction à l'écrit, parce que nous sommes, notre droit en fait est ce qu'on appelle inhérent. Inhérent, c'est-à-dire qu'il préexiste au droit qui nous a été imposé suite à la colonisation, et surtout il préexiste parce que de fait c'est une évidence pour nous et que nous n'avons pas à le traduire à l'écrit. Mais parce que les nouvelles générations, parce que nous avons accepté finalement le système finalement qui veut de ce passage à l'écrit, nous avons fait cet effort de traduire ça, donc ça s'est fait à travers la déclaration des Nations Unies dans le droit international. Donc peut-être vous voyez qu'on est là en tant qu'ONG, en tant que peuple autochtone, on fait cette démarche-là d'aller aux Nations Unies, on fait cette démarche-là de rédiger des rapports, mais finalement c'est un effort que nous faisons, alors que pour nous, normalement, c'est une évidence. Je vais vous donner... Je vais vous donner rapidement un autre exemple, c'est en Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, ça questionne justement le fait pour les peuples autochtones ou pour certains territoires ou certaines régions, même françaises, je vais mettre un peu la pagaille, mais d'obtenir beaucoup plus d'autonomie pour justement mettre en lien l'identité territoriale et la protection de la nature. Les Kanaks, grâce aux accords de Nouméa, vous le savez sans doute, ont acquis une autonomie beaucoup plus importante que d'autres territoires et d'autres peuples autochtones de France, et ont même la possibilité donc d'écrire leur propre législation. Et je trouve qu'ils nous montrent un chemin intéressant pour toutes les régions qui aimeraient devenir un peu plus subversives. Ils sont en train de rédiger leur code de l'environnement. Et ils ont intégré dans la première phase d'écriture de ce code de l'environnement, je crois que c'est l'article 110, le principe d'interdépendance. Et en fait, c'est la colonne vertébrale de cette conception et philosophique et juridique des droits de la nature. Et ils y ont inscrit aussi donc la possibilité de représenter des éléments de la nature en justice, voire même des entités totémiques, puisque les Kanaks sont constitués de clans qui ont à chaque fois effectivement un totem qui leur est propre. Et ils incluent dans ce code de l'environnement la notion effectivement donc de droit foncier collectif et de gestion collective des terres. Et pour ceux qui sont juristes dans la salle, si vous voulez, là aussi, c'est vraiment une révolution dans le droit français et dans le droit de la République française. Et je sais que j'ai pas le droit d'en parler encore ce soir, mais ce matin, mais il y a des régions en France qui sont en train de réfléchir à l'adoption d'une charte ou d'un pacte avec les droits de la nature d'une manière un peu provocatrice par rapport au pouvoir en place. Merci beaucoup. On va passer aux questions, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps. Et je suis sûre que ça a éveillé pas mal de questions chez vous, en fait, tous ces sujets qu'on a abordés. Est-ce qu'il y a un micro dans la salle Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, du coup? Très bien. Bonjour, je voudrais m'adresser à Madame Cabanès. J'étais assez étonnée, voire sidérée, lorsque vous avez dit qu'il fallait que l'on redevienne sauvage. Moi, personnellement, je pense que nous sommes des sauvages déjà. Dire cela, c'est considérer que nous sommes des gens très propres sur nous, très civilisés,
et que finalement, il n'y a pas tant de problèmes que ça. Mais quand on voit quand même ce qui se passe, quand on voit, je ne sais pas, comment toutes les situations de domination, partout, des hommes sur les femmes, des adultes sur les enfants. Moi, je travaille avec des enfants, donc c'est une question qui me tient à cœur. Quand on voit n'importe quelle situation, voilà, de domination avec des personnes qui ne répondent pas à une forme de norme dans n'importe quelle société. Je m'interroge sur voilà, cette direction. Par contre, je crois infiniment à la transformation des modes de gouvernance. Je pense que c'est une piste très très importante. Voilà, je vais m'arrêter là pour... voilà. Alors, j'espère que vous avez bien compris que c'était une provocation. Et c'est très intéressant ce que vous me posez comme question, parce que qu'est-ce que vous mettez derrière le mot sauvage? Là, vous êtes clairement en train de mettre en opposition une vision de ce qu'est le sauvage, qui est une vision, excusez-moi de vous le dire, mais néocoloniale, dominatrice en tant que peuple occidental. Et moi, quand je parle de sauvage, je parle d'un humain pleinement incarné sur la terre, qui sait vivre et partager avec les autres êtres vivants sur terre. Donc quand je dis redevenons sauvages, ça veut dire redevenons pleinement humains, pleinement éléments de la nature, et sortons justement de ce piédestal sur lequel nous croyons posés en tant qu'occidentaux, en tant que prédateurs de la nature, en tant qu'exploiteurs, parce que cela rejaillit, la manière dont on gère aujourd'hui la terre et les ressources de la terre n'est qu'une des facettes de cette manière que l'on a de vouloir dominer, d'être dans la concurrence, d'être dans la compétition, et donc rejaillit dans nos rapports entre États, nations, dans nos rapports entre femmes et hommes, dans nos rapports aux enfants, dans nos rapports aux personnes handicapées, dans nos rapports aux animaux. Donc voilà, s'il fallait le clarifier, je le clarifie. C'est une provocation. Moi, je dis, je n'ai pas peur de redevenir sauvage. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Je voudrais poser une question à Alexandre, c'est ça, qui a évoqué les souhaits des jeunes des peuples autochtones, qu'on ne les considère pas simplement comme des chasseurs-cueilleurs, et qu'on aussi prenne compte de leurs souhaits d'évolution dans leur pays et dans leur façon de vivre. Et j'aimerais qu'ils précisent un petit peu ce point. Quels sont les... Alors, je ne pense pas qu'on peut parler au nom de tout le monde, mais quelles sont les envies des jeunes générations des peuples autochtones, parce que c'est eux qui vont construire l'avenir et qui vont pouvoir avancer dans cette voie que vous essayez de transcrire au niveau mondial. Merci pour la réponse. Alors, vous faites bien de le dire, je ne me permettrai pas de parler au nom de toute la jeunesse autochtone. Je ne sais pas si non plus je peux connaître finalement quels sont les projets de tous les jeunes aujourd'hui autochtones en Guyane. Simplement, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des initiatives qui sont en cours. On a un mouvement très récent qui s'appelle les Jeunesses autochtones de Guyane, qui ont 1 an, 2 ans maintenant d'existence. Donc il y a quand même une prise de conscience aujourd'hui déjà des jeunes autochtones de leur identité. Maintenant, effectivement, c'est qu'est-ce qu'ils veulent en faire aujourd'hui, quelle est la place qu'ils veulent avoir au sein de cette société. Il y a justement une crise très forte identitaire aujourd'hui qui se traduit soit par des phénomènes d'addiction, donc alcool, drogue, et surtout ce qui est beaucoup plus grave, c'est on le voit à travers des phénomènes de suicide, des tentatives de suicide et de suicide, qui sont 10 fois plus importants que les jeunes en métropole. Donc ça, il faut le savoir. Donc il y a quand même une crise chez nos jeunes. Pour autant, il y a donc, ce que je vous ai dit, une volonté, en tout cas d'une partie de cette jeunesse,
peut-être de porter des alternatives en fait au monde dans lequel ils évoluent. Moi, je sais que par exemple, il y a des projets qui mériteraient d'être appuyés pour ce qui concerne l'agroforesterie ou ce qui concerne l'écotourisme. Et là, on en revient à la problématique des terres en fait, de comment on peut utiliser les terres pour pouvoir avoir ce genre de projet. Il faudrait déjà qu'on puisse avoir l'appropriation de nos terres, et l'appropriation de nos terres selon nos usages coutumiers, c'est-à-dire de manière collective. Et déjà, cette première étape-là, elle est déjà difficile à franchir, puisque le droit français tel qu'il nous est imposé ne nous permet pas de porter des projets alternatifs qui nous ressemblent. Et donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. En tout cas, il y a bien des projets qui sont évoqués par les jeunes autochtones. Il faut savoir aussi qu'il y a quand même une génération autochtone qui est allée à l'école, comme moi, qui a été baignée dans le monde occidental. Déjà, quand il y a le passage du village amérindien isolé dans l'intérieur et qui va sur le littoral guyanais, donc sur Cayenne, parce que c'est une obligation, on n'a pas d'infrastructure, donc on est obligé d'aller dans la capitale pour aller au collège, au lycée, donc avec tout ce que ça implique, le déchirement, le détachement avec la famille, du coup le détachement avec le lien à la terre, avec nos traditions. On se retrouve basculé du jour au lendemain dans un monde occidental qui ne nous ressemble pas. Et du coup, il y a aussi cette génération, il faut le dire aussi, qui s'est adaptée au monde d'aujourd'hui, à la société moderne. Donc quid également, là pour le coup je ne saurais pas vous répondre, mais quid également de cette génération-là autochtone aujourd'hui qui est entre guillemets occidentalisée, mais qui a peut-être aussi cette envie de maintenir les traditions, de maintenir son identité, et comment cette génération-là peut s'inscrire entre ces deux mondes, entre le monde autochtone et traditionnel et le monde occidental. Peut-être que justement, et c'est là qu'on en revient au rôle des peuples autochtones, c'est que cette génération-là peut faire le pont entre le monde occidental aujourd'hui et le retour justement à la nature et aux traditions. En complément de ce que vient de dire Alexandre, qui est parfaitement juste, je voudrais signaler 2 points comme juste factuels. Les peuples autochtones étaient promis à disparition par les progrès de la civilisation occidentale. Ils sont toujours là. Et aujourd'hui, la jeunesse joue ce rôle-là, effectivement, de transmission. La transmission est assurée. Aux Nations Unies, lorsque se réunissent les peuples autochtones, on n'a pas dit, mais c'est 390 millions de personnes dans 90 pays. Ils viennent se réunir tous les ans à New York et à Genève. Ce sont des milliers d'entre eux qui se déplacent. La jeunesse autochtone est aujourd'hui très présente. Et elle est là pour dire, on est là, on est dans ces deux mondes. On fait le pont entre les deux mondes, et c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. Ils sont très vibrants, parfois très jeunes. Il y a des personnes jeunes qui rentrent dans la lutte, 12, 13, 14 ans, parce qu'ils ont des problèmes de menaces absolument extraordinaires dans leur propre village, dans leur propre territoire, qu'ils n'en peuvent plus. Donc ils vont très loin. Et ça, c'est le premier point sur la jeunesse. Et l'autre chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, et l'échange à propos de la notion de sauvage est tout à fait intéressant, parce qu'en fait, on doit réfléchir maintenant à quel mot on emploie pour dire quoi. Le partage nature-culture est complètement révoqué. On a eu cette représentation-là de ce que la culture allait enfin mettre la nature au service de la culture, c'est faux. Ensuite, on a vu que les autochtones pourraient éventuellement être du côté de la culture, surtout dans des musées et un peu morts. Maintenant, on les veut surtout vivants et défenseurs et capables de porter ces messages très forts de cette compétence et cette capacité qu'ils ont à défendre pour eux, leur territoire et pour le reste du monde, l'ensemble de la nature. Donc ça, c'est vraiment important. Nature-culture n'existe plus. J'ai fait un article sur les Maïrouna qui n'ont pas de mots pour dire culture. Parce que ça veut dire la vie. Pour eux, c'est l'ensemble de la vie, c'est tout ce qu'ils font, etc. Et ils nomment toutes ces choses-là. Et puis récemment, il y a David Kopenawa, qui est un grand chaman Yanomami, qui a écrit avec Bruce Albert La chute du ciel, et qui a réfléchi sur comment est-ce qu'on pourrait traduire ce mot nature, qui n'existe pas ni en Kalinia, ni en Yanomami, ni en Maïrouna. Eh bien, il a réfléchi, il a travaillé avec les collègues et tout ça, et ils ont trouvé une seule expression pour le dire. C'est ce qu'il reste. Et parfois, ce qu'il reste
eh bien, c'est peut-être ces choses tout à fait désastreuses qui sont après des excavations minières, les territoires qui ne sont pas remis en vitalité. On parle de la santé des territoires, on parle de vie des territoires. Et là, ce que font les minières, etc., c'est la mort des territoires. Donc, en gros, moi, je dirais que peut-être là, on est dans un partage nouveau à réfléchir sur la vie, la mort, qui la porte, qui assure, et qui assure ses représentations et ses moyens de la défendre. La vie, bien sûr. Il y a encore une question? Oui, ici. Ah, super. Merci. Bonjour, merci d'abord pour les interventions que j'ai toutes trouvées vraiment intéressantes. J'ai compris, et puis je suis d'accord avec ça, que la lutte en fait, pour la reconnaissance des droits des populations autochtones et des droits de la nature était extrêmement importante, qui a été aussi promise à un bel avenir. Madame Cabanès, vous nous avez donné des exemples de réussite, en fait, de procès qui ont été gagnés. Mais ce que je constate aussi, c'est que ça demande une expertise juridique qui est très poussée et des formations des populations et finalement une connaissance du système juridique étatique, une connaissance du droit international. Or, par mon travail, j'ai l'occasion de travailler avec des communautés d'Afrique de l'Ouest qui sont analphabètes, qui n'ont pas accès en fait, ou qui n'ont pas en fait cette forme finalement je sais pas dire, de représentation juridique à l'échelle internationale, cette conscience même d'être des populations autochtones qui ont des droits. Donc, quelles sont les pistes en fait pour avoir accès à ces savoirs, pour avoir accès à cette connaissance? Merci. Merci, parce que vous êtes en train de nous aider à faire le lien vers ce que l'on voulait vous dire. En ce qui concerne l'Afrique, il y a, je pense à une organisation en particulier qui a beaucoup aidé à la construction d'une reconnaissance des droits de la nature dans pas mal de pays. L'Ouganda est le dernier pays en date, par exemple, à avoir décidé de reconnaître les droits de la nature, et aussi a beaucoup aidé la Commission des droits des peuples, des droits de l'homme et des peuples africaines à adopter une résolution en faveur de la reconnaissance des droits de la nature. C'est la Gaia Foundation qui est basée en Angleterre. Donc voilà, ça c'est un contact que je peux vous donner et qui a les ramifications nécessaires pour accompagner, former sur place en Afrique. Et je vais passer la parole à Marine, parce que là, vous touchez du doigt quelque chose d'extrêmement important, qui est la formation sur ces sujets-là. Et on a une annonce à vous faire. Merci, c'est extraordinaire que tu poses la question à ce moment-là. On voulait profiter de votre présence à tous ici pour vous présenter justement, après cette première introduction aux droits des peuples autochtones, aux droits de la nature, le programme, l'action qu'on vous propose de soutenir et qu'on va vous présenter donc maintenant. Alors, si tu veux bien venir, William aussi, Théa, s'il te plaît, monte sur scène. On va vous parler de ce projet qu'on lance ensemble. Alors, je passe la parole à Simon, tout d'abord, pour vous présenter donc Wild Legal, le programme qu'on monte avec donc Nature Rights, avec Sherpa et avec Darwin Climax Coalition. Donc on le lance officiellement maintenant. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette question qui arrive à point nommé. Merci beaucoup pour ces interventions si instructives et constructives. Merci pour votre engagement si inspirant aussi, à vous et à vous aussi. Effectivement, ça tombe très bien. On était là pour vous présenter aujourd'hui, pile à l'heure, un programme qu'on lance, un programme juridique pour les techniciens, pour ceux qui ont envie de faire évoluer le droit, qui s'appelle Wild Legal. Ce programme, comme l'a dit Marine, a été cofondé par Darwin Coalition et Nature Rights, qui sont les co-organisateurs de ce festival aujourd'hui, par Sherpa et William Bourdon qui est ici, Valérie Cabanès, et Marine et moi-même. Ce programme... Ce programme part d'un constat assez simple, qui est qu'aujourd'hui, le droit, en tant qu'outil technique, en tant que domaine d'expertise de ce qu'on appelle les juristes,
est assez peu soit adapté, soit efficace pour répondre à la totalité des enjeux de notre époque. Ce constat, il s'appuie sur 3 idées qui sont peut-être erronées, mais qui sont les nôtres. La première, c'est qu'un procès, dans tout ce que ça exige, c'est compliqué à gagner, notamment parce qu'il y a une règle informelle, mais que tout le monde connaît dans le milieu du droit, qui s'appelle le deep pocket. Quand on a les poches profondes, on a quand même vachement plus de chances de gagner un procès que quand on ne les a pas. Le second constat, c'est que les juristes, comme on l'a présenté encore une fois, ont été formés dans une acception du droit, dans une idée particulière qu'il est difficile de construire et de déconstruire encore plus, et qui fait qu'aujourd'hui, ils entrent tous dans le marché du travail avec une idée préconçue et très précise de ce qu'est le droit, sans forcément s'ouvrir à des alternatives. Le troisième constat, c'est que le monde du droit, au-delà des juristes, les textes, les jurisprudences qui sont actuellement à l'œuvre, sont difficilement compatibles avec les enjeux de notre époque et ce qu'on devra faire pour demain à l'aide de l'outil juridique pour faire changer les choses. Ces 3 constats-là nous ont poussés à essayer d'innover et à proposer un programme nouveau, avec une méthode peut-être pas attendue, mais qui est la nôtre. C'est un concours, une compétition, un contest juridique, un championnat interuniversitaire de juristes sur une question donnée, sur une problématique précise, qui permettra à tous et à chacun de faire avancer les questions des droits de la nature dans un cadre précis. Alors, ce championnat, on connaît un petit peu en France les concours de plaidoirie qui sont assez habituels, peut-être peu pertinents sur les sujets qui nous intéressent parce que ce sont avant tout des concours d'effet de manche et un concours pour qui sera le meilleur orateur. Nous, ce n'est pas notre objectif, on cherche à former des techniciens qui seront capables d'apporter techniquement les réponses aux enjeux de demain. Donc on est allé un petit peu plus loin et on s'est inspiré de ce qu'il y avait ailleurs. En Angleterre, aux États-Unis et en Asie, dans les cultures anglo-saxonnes du droit, dans la common law notamment, il y a quelque chose qui s'appelle le moot court. Le moot court, ce sont des compétitions d'étudiants lorsqu'ils arrivent à la fin de leurs études de droit, leur dernière année souvent. Ils font une compétition avec un faux procès. En septembre, on ouvre un faux procès et pendant toute l'année, les étudiants représentent leur université dans ce faux procès. Ils écrivent des mémoires en requête, des mémoires en défense, font de l'écrit juridique, pratiquent réellement ce que c'est que de faire un procès, puis, à la fin de l'année, se rencontrent tous pour plaider leur cause en phase de poule et en phase éliminatoire. C'est un vrai sport, en fait. C'est une saison sportive de droit, du jury-sport. Ça existe, mais pas en France, ou très peu. Donc on s'est dit qu'on pouvait l'offrir aux droits de la nature et essayer de faire ça. Mais on s'est dit aussi que ça serait intéressant de l'enrichir. On avait déjà un super modèle, ça s'appelait les moot courts. On avait déjà une très bonne base, donc on avait l'esprit libre pour aller encore plus loin. On est allé encore plus loin de 3 façons. La première, c'est qu'on s'est dit que si on faisait ça, il fallait qu'on le fasse intelligemment et avec tout le monde de manière collective. Donc qu'on allait ouvrir la question aux ONG qui avaient besoin que leurs problématiques juridiques avancent. Donc chaque année, on ouvre la saison en se mettant en accord avec des ONG qui ont besoin de faire avancer leur domaine juridique, qui ont besoin d'obtenir des résultats juridiques sur leurs questions et leurs problématiques. Et donc on conçoit auprès de ces ONG un faux procès, le plus réaliste possible. La deuxième chose qu'on a fait pour enrichir ces moot courts anglo-saxons, c'est de profiter du canal de diffusion, du média qu'offre une année de compétition sur un sujet donné, pour donner la parole à des gens qui l'ont trop peu. Donc pendant l'année, pour sensibiliser les juristes, pour sensibiliser les techniciens, les étudiants sur les questions dont on parle pendant le moot court, le faux procès. Et la troisième, qui est peut-être la chose la plus innovante ou dont on est le plus fier, c'est que à l'issue de ce tournoi, à la fin de cette année, où toutes les matières grises de toutes les universités qui auront bien voulu être partenaires, et il y en a déjà quelques-unes, on est très heureux, auront fourni cette matière première juridique-là, et bien cette matière première, on la mettra à disposition des ONG pour créer une coalition et réellement faire le procès en question, cette fois plus de manière fictive, mais devant nos tribunaux, et obtenir des résultats. On est une organisation très jeune, on vient juste de se constituer, ça a été créé en 2019, donc on n'est pas certain que ça va fonctionner, en tout cas on y croit. On s'attaque à ces 3 problématiques-là pour alléger le coût d'un procès pour les ONG,
en se mettant tous ensemble pour travailler collectivement, on sait qu'on va faire en sorte qu'une procédure judiciaire sera moins coûteuse et moins lourde pour les ONG. On essaye de s'attaquer aux deuxièmes problématiques aussi en se disant, comme ça, les juristes, les futurs juristes de demain, ceux qui vont arriver demain en école d'avocat, auront l'impression d'avoir déjà une expertise et une expérience sur ces questions-là, donc s'ouvriront peut-être à l'idée, au lieu d'aller dans le droit de l'environnement et défendre Total pour contourner les règles, de se dire en fait j'ai peut-être déjà développé une expertise que je peux continuer à faire dans mon métier et donc en tant qu'avocat, continuer à défendre ces causes-là. Et puis la troisième chose, c'est faire en sorte que le droit avance par des jurisprudences, gagner des procès grâce à ces nouveaux procès qui auront été collectivement constitués, techniquement créés par tous ensemble dans une saison universitaire du programme Legal. On est très fiers de vous le présenter aujourd'hui. Cette question est arrivée à point nommé. Je vais maintenant passer la parole aux autres créateurs de ce projet qui vont vous présenter notamment la première saison, puisqu'on n'est pas là pour rien. La première saison de Wild Legal va se poser sur un problème juridique qui est celui de l'orpaillage illégal en Amazonie française, de la pollution au mercure et des questions que ça pose à la fois pour les droits de la nature et pour les droits de l'homme. Donc voilà, on ouvre cette saison devant vous et je vais laisser à mes partenaires de scène le soin de vous expliquer les enjeux juridiques que cette saison va ouvrir. Merci beaucoup. Alexandre, vous avez déjà fait un petit mot tout à l'heure. Je vais lui repasser la parole justement sur le cas de l'orpaillage illégal et l'impact du mercure sur les peuples autochtones de Guyane, pour qu'il vous précise justement les circonstances dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, le scandale sanitaire dans lequel il se trouve, il faut le dire quand même, en France, sur le territoire français, et l'affront finalement qu'on fait, c'est de dire de ne pas apporter des solutions concrètes à ces peuples qui souffrent pour le coup sur le territoire. Oui, donc comme je vous le disais, il y a la problématique de cette activité d'orpaillage, c'est bien sûr la pollution au mercure. Parce qu'il faut savoir, donc pour ceux qui ne le savent pas, en fait, le mercure est utilisé pour dissocier l'or et extraire l'or justement donc de la terre. Et donc c'est ce mercure-là en fait qui va se diffuser dans les cours d'eau, dans les fleuves, les poissons en fait les Amérindiens en fait vivent beaucoup de la pêche, donc les poissons sont contaminés par le mercure qui à leur tour, une fois consommé, contamine les autochtones ou tout simplement à travers l'eau une fois qu'elle est bue. Donc on a des cas de contamination qui ont été avérés. Notre ONG justement se déplace régulièrement sur le terrain dans les villages autochtones qui sont principalement impactés par l'orpaillage illégal. Et on se rend compte effectivement qu'il y a de plus en plus de conséquences. On a des jeunes qui naissent avec des problèmes de développement en fait, au niveau cérébral. On a des cas d'handicap aujourd'hui qu'on a du mal à faire reconnaître auprès, on va dire, des services de l'État, parce que il se trouve que le mercure existe également à l'état naturel, ce qu'on appelle le méthylmercure, et donc l'argument de l'État est de dire aussi que ce mercure-là n'est pas forcément dû qu'à l'activité de l'orpaillage. Donc nous, notre combat, c'est de dire que il vient essentiellement de l'orpaillage illégal et il ne faut pas non plus substituer cette activité-là d'orpaillage illégal par du légal. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on entend dire des grands projets industriels miniers, c'est de dire, bon, vous avez ce problème-là d'orpaillage illégal, faisons de l'activité légale qui va, soi-disant, repousser cette activité-là et qui, elle, sera utilisée donc avec du cyanure. Donc aujourd'hui, on nous dit remplaçons le mercure par du cyanure. C'est ça aujourd'hui l'alternative qu'on nous propose à travers les mines industrielles. Donc notre combat maintenant, il se situe également sur le plan des activités d'orpaillage dites légales. Il y a une réforme du code minier, alors peut-être je m'éloigne un peu du sujet, mais là, sur le plan juridique, il y a une réforme du code minier qui a été avancée par le gouvernement, très bien. Donc c'est l'occasion pour nous en tant qu'ONG de mettre en avant le fait qu'il faut interdire également le cyanure, parce que le mercure est déjà interdit depuis 2006, sauf erreur, donc ça, illégal, mais le cyanure est toujours légal. Donc il faut mettre dans le code minier cet enjeu-là maintenant est d'interdire le cyanure parce que
de fait, ça interdira finalement l'activité minière industrielle qui, sans le cyanure, n'a plus vocation d'exister. Je voudrais ajouter un tout petit mot sur la question du choix entre mercure ou cyanure, comment mourir. C'est en Guyane française, on est chez les Wayana, on est donc dans le sud du territoire de la Guyane. Il y a des dispensaires de santé. La France assure la santé des Amérindiens, elle assure la scolarisation des Amérindiens. À l'entrée du dispensaire de santé, il y a une grande affiche avec toutes les espèces contaminées et des conseils, ne pas consommer. Dans une population qui vit que de la pêche, que de la chasse, c'est là effectivement un crime que l'État laisse tranquillement se développer. Et il faut le dire, il ne suffit pas d'un seul panneau pour dire attention les femmes enceintes, attention ne pas consommer, ce n'est pas possible. Donc là, il y a quelque chose comme un empoisonnement qui est conscient. Et il y a 25 ans, on connaissait déjà ces problèmes de mercure, on a fait des études sur la contamination, on sait qu'il y a cette contamination et il y a véritablement eu volonté de cacher les résultats de ces études. L'INSERM n'a pas eu le droit de les communiquer, on n'a pas eu le droit de les valider et on ne trouve plus les résultats aujourd'hui. C'est des points importants, il faut le savoir. On cache. Je voulais juste, effectivement, par rapport à ce projet, souligner en fait cette double stratégie que nous menons avec Marine depuis plusieurs années, qui est d'une part de solliciter les politiques à réfléchir sur l'adoption de lois reconnaissant des droits à des écosystèmes et idéalement de reconnaître le crime d'écocide. Et ça, je dirais que ça commence à fonctionner tout doucement puisqu'on a quand même 5 partis qui ont, pendant la campagne présidentielle, puis aux européennes, inscrit ces demandes dans leur programme. Mais l'idée, à travers Wild Legal, c'est vraiment de faire avancer la jurisprudence, c'est-à-dire d'aller solliciter le courage des juges, comme ça s'est passé pour la catastrophe de l'Erika et la reconnaissance du préjudice écologique pur par le juge dans le procès contre Total et l'armateur, c'est d'obtenir, donc pour ceux qui comprennent comment le droit se construit, c'est d'obtenir une décision de justice qui va à ce moment-là permettre de faire évoluer le droit et le préjudice écologique qui a été reconnu dans un jugement en 2012 est rentré dans le Code civil français en 2016. Et donc c'est d'aller solliciter le courage des juges sur la reconnaissance, dans ce cadre-là, par exemple, des droits du fleuve Maroni ou des droits de la forêt amazonienne en France. Et bien évidemment, de toujours montrer ce lien quand il y a des populations autochtones où il n'y a pas de distinction à faire entre droits des peuples autochtones et droits de la nature. Voilà. Merci. Et je passe la parole à William Bourdon. Pour ceux qui n'étaient pas là à la conférence d'avant, juste avant, donc William est cofondateur de Sherpa et aussi se bagarre en permanence contre l'accaparement des terres, contre les effets de la globalisation. Et il a décidé de nous soutenir. Alors je lui passe la parole et je te dis merci surtout. Et merci Marine. Donc moi je suis très heureux de faire partie de cette nouvelle aventure. Juste un mot, quand j'ai créé Sherpa en 2002, ça fait déjà longtemps, trop longtemps, très longtemps. L'intuition de départ était de dire le XXe siècle avait été une grande aventure pour essayer de réduire l'impunité des grands criminels de sang, marquée par quelques avancées, la Cour pénale internationale, la compétence universelle, même si ça reste ambigu, insuffisant, toujours soumis à 1000 attaques des Américains, des Russes qui évidemment ne veulent pas entendre parler d'un juge international quand ils commettent des crimes de sang, et c'est dire leur insupportabilité s'il faut demain leur demander des comptes pour les crimes d'argent ou les crimes contre l'environnement. Alors on a marqué quelques points, ça a été difficile. Juste un exemple rapidement, Total Birmanie, 10 allers-retours dans la forêt birmane la nuit avec des petites lumières, rencontrer des damnés de la terre, rencontrer des témoins, ce que normalement je n'avais pas tout à fait le droit de faire, mais enfin il faut être aussi parfois audacieux et volontariste, traiter tous les noms par tous les mandataires de Total, et finalement une juge d'instruction formidable, infusée justement par cette nouvelle obligation citoyenne qui parfois aussi traverse le cerveau des juges, c'est notre boulot, qui va convoquer les patrons, un patron de Total, qui va dire qu'elle va faire une commission rogatoire internationale en Birmanie, affolement dans la tour.
on exfiltre les témoins de Birmanie, et finalement, Total, sans doute craignant une double attaque judiciaire et réputationnelle, va accepter de transiger. C'était une transaction qui était une première, et allouer une somme de plus de 5 millions d'euros qui va changer la vie de milliers de réfugiés birmans, aujourd'hui toujours verrouillés à la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande. Alors, enseignement très vite. D'abord, il faut faire preuve d'audace et de culot. Ensuite, il faut répondre à l'invitation de Mireille Delmas-Marty, c'est-à-dire soulever les forces imaginantes du droit. Enfin, il ne faut pas être naïf, aucun angélisme. Et parfois, la posture de l'indignation peut fabriquer une forme de naïveté. On est face à des sujets extrêmement complexes. Les lieux de décision, les lieux d'enrichissement sont fragmentés, dispersés à travers le monde. Et donc, caractériser la responsabilité de ceux qui orchestrent ces grands crimes d'argent, ces grands crimes contre l'environnement, c'est une odyssée judiciaire qui demande, je le répète, beaucoup de culot et beaucoup d'imagination. Et puis enfin, il y a des nouvelles pistes. Il y a des nouvelles pistes, à la fois celles qu'évoquait Valérie. Il faut tordre le coude des législateurs et les obliger à changer la loi. La loi sur la vigilance, qui a été adoptée grâce à Sherpa et toutes les autres ONG. Souvenez-vous de ce que disaient les grands patrons français. Ils disaient « Ah non, ça va meurtrir la liberté d'entreprendre. Vous allez faire fermer des usines. » Et puis finalement, ils sont ravis. Ils sont ravis pourquoi? Pour des motifs qui sont parfois aussi des motifs qu'il faut craindre. C'est-à-dire qu'ils vont instrumentaliser ces nouvelles obligations pour créer une nouvelle génération de greenwashing. Donc vigilance, vigilance et détermination. Alors, les équipes de Sherpa sont à votre disposition pour multiplier ces cliniques juridiques et offrir, partager avec toutes les communautés qui en ont besoin, des nouvelles stratégies possibles, tout en veillant à ne pas faire du droit non plus une arme sacrée qui peut résoudre tout, bien sûr que non. Mais ce qui est sûr, c'est que face à la menace, toutes les menaces qui pèsent sur nous, qui pèsent sur l'humanité, ceux qui sont des obsessionnels du court-termisme, des obsessionnels de la cupidité, quelle est la seule menace qu'ils entendent et qui les fait bouger? La menace du juge, la menace d'une sanction, la menace d'une atteinte à leur réputation, au moment où ils font de leur image éthique un nouvel argument pour nous séduire tous, les consommateurs, voire éventuellement les fonds de pension éthiques, quand ils sont éthiques pour de vrai, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, donc en avant tous pour que la force, à la fin, reste au droit. Si vous voulez en savoir plus, on a un site internet, c'est whylegal.eu. Et je vous invite à venir parler avec Simon ou avec moi à la fin si vous avez des contacts dans vos universités, si vous avez envie de vous inscrire à cette formation, si vous avez envie de faire partie de cette aventure. En tout cas, vous trouvez plus d'informations en ligne et on est à votre disposition jusqu'à la fin du festival pour en parler avec vous sur le stand des ONG à l'extérieur de Climax. Merci beaucoup.